Aujourd'hui, donc, on est sur la thématique de l'accompagnement des familles face à la radicalisation. Et c'est une journée qu'on a co-organisée avec l'équipe du CIRFA de Nancy. Merci à elle. On aurait dû donc être tous à Nancy aujourd'hui, en tout cas toutes celles qui auraient pu nous y rejoindre. Vous êtes chacun chez soi et nous à la fois à Strasbourg et à Nancy. Je vais rapidement laisser la parole à Madame Lallemand et Madame Schwartz donc en tant que présidente et directrice du CIRFA, pour nous dire un petit mot de cet établissement de formation. Et puis ensuite, on pourra commencer le programme de la journée. Alors, je vais vous présenter très rapidement le CIRFA, ça ne va pas être très long. Alors, CIRFA, ça veut dire Centre d'initiative et de recherche sur la famille. Donc, on est une association loi 1901 qui a été fondée en 98. On vient de fêter notre anniversaire, d'ailleurs. Elle a été fondée par une dizaine de personnes, des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychiatres, qui étaient fraîchement à l'époque formés à l'approche systémique et qui étaient passionnés par tous les possibles que cette nouvelle lecture du monde laissait entrevoir dans nos métiers respectifs. Depuis cette date, bien évidemment, certains sont partis, d'autres sont arrivés, mais les objectifs que nous nous étions fixés perdurent. Alors, ce sont promouvoir le développement, la recherche et la formation à l'approche systémique. À l'époque, sur Nancy, sur la Meurthe-et-Moselle, on était vraiment précurseurs. Et le deuxième objectif que nous nous étions fixés, que nous avons toujours, c'est d'utiliser la lecture systémique dans le cadre des consultations familiales de couple, de la médiation familiale de couple également, institutionnelle, et également dans le cadre des groupes d'analyse de pratique et de supervision. Alors, pourquoi nous avons choisi ce thème de l'accompagnement des familles face à la radicalisation d'un de ses membres? Donc, ces dernières années ont été marquées par des événements tragiques et particulièrement violents qui nous menacent tous et créent un sentiment d'insécurité. Les familles sont fragilisées par ce climat d'insécurité et les professionnels également peuvent être mis à mal par des incertitudes et parfois des sentiments d'impuissance. Cette violence extrême dont nous sommes témoins ou victimes met à mal nos convictions, nos valeurs et peut amener à terme à des réactions inadaptées. Il est donc, pensons-nous, fondamental de nous poser la question essentielle de l'adéquation entre nos missions et les valeurs humanistes, l'éthique qui les fondent. Alors cette journée va, j'en suis sûre, sinon apporter des réponses, mais nous permettre de nous questionner et de mettre en perspective nos certitudes. Donc, pour terminer, parce que je ne veux pas être trop longue, je voulais citer Moni El-Kaïm. C'est une des principales figures de la thérapie familiale, qui lui-même citait en 1995 Gregory Bateson. Lui, il est anthropologue à Palo Alto, il est décédé depuis, mais il a contribué lui aussi à la naissance de l'approche systémique. Et donc Bateson ne sait pas, ça c'est la citation d'El-Kaïm, Bateson ne s'est pas demandé pourquoi cette personne-ci se comporte de manière folle, on entend dans manière folle, de manière insensée. Il s'est demandé dans quel système humain et dans quel contexte humain ce comportement peut faire sens. Et je disais, n'est-ce pas là la question première que nous apprend à se poser l'approche systémique, la question du sens, qui doit être le fondement de nos interventions. Et donc, je terminais en disant que j'allais passer la parole à Audrey Schwartz, qui est à côté de moi, et qui est, elle, le maître d'œuvre à CIRFA de notre journée. Bonjour, donc je suis Audrey Schwartz, psychologue, thérapeute de couple et de famille au CIRFA et responsable clinique et pédagogique du CIRFA. En fait, on avait déjà organisé un premier colloque, une journée d'études sur la radicalisation fin 2019. Le sujet était prévenir le fanatisme et la radicalisation violente, un enjeu professionnel et social primordial. Et cette journée d'études avait été animée par Denis Crolotte, qui est travailleur social, chef de service et formateur d'adultes au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Il a exercé également la fonction de référent laïcité et citoyenneté, dans laquelle la prévention de la radicalisation violente est une composante essentielle. L'objectif de cette journée était de sensibiliser les professionnels
aux enjeux cruciaux autour des concepts clés de fanatisme et de radicalisation, d'aborder les éléments saillants d'un possible diagnostic et surtout les pistes professionnelles et sociales de réponse et de prévention. Et donc, à l'issue de cette première journée d'études, il nous est paru essentiel de poursuivre ce travail, mais sur un pan plus thérapeutique et systémique. C'est pourquoi nous avons fait appel à l'association Réseau Virage pour traiter du sujet l'accompagnement des familles face à la radicalisation. Donc, je vous laisse la parole, Madame Rideau, qui est donc directrice de Réseau Virage, et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Merci beaucoup pour cette présentation du CIRFA. On pourra vous redonner la parole si besoin. J'espère que vous aurez la possibilité de rester avec nous tout au long de cette journée. Je vais donc donner la parole à l'équipe du Réseau Virage, donc le docteur Guillaume Corduan, qui est médecin pédopsychiatre référent médical du Réseau Virage, Sébastien Dupont, psychologue et thérapeute familial, et puis Rabia Senoussi, qui est conseillère technique en intervention sociale au sein de l'équipe depuis sa création, tous les trois. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau séminaire de Virage, consacré aujourd'hui aux soins auprès des familles d'enfants radicalisés. Alors aujourd'hui, après cette introduction par nos collègues du CIFRA et par Delphine qui a déjà présenté le réseau, on vous propose en guise d'introduction une situation clinique que nous avons eu l'occasion d'accompagner pendant quelques années, ici au Réseau Virage et en partenariat avec différents partenaires sur la région Grand Est. C'est une belle illustration d'un travail partenarial, mais également d'un travail auprès d'une famille et dans la durée. Donc je suis le docteur Guillaume Corduan, pédopsychiatre, coordinateur clinique du Réseau Virage. Aujourd'hui, pour vous présenter la situation de Jeanne, je serai accompagné brillamment par mes collègues, Sébastien Dupont, psychologue, thérapeute familial, et Rabia Senoussi, travailleuse sociale, ici au Réseau Virage. Alors, la situation de Jeanne est une situation qui remonte à quelques années maintenant. Jeanne était une jeune majeure, elle avait à peine 20 ans quand elle est venue, quand on l'a rencontrée, et on l'a rencontrée dans un partenariat avec les je me rapproche du micro effectivement pour que vous m'entendiez un peu mieux. Un partenariat avec le service le SPIP, le service de promotion, d'insertion et de probation pénitentiaire, de probation, d'insertion et de probation. Et voilà, service pénitentiaire d'insertion et de probation, pardon, d'un autre département du Grand Est. Ce service était en charge de l'accompagnement de Jeanne depuis quelques mois, depuis qu'elle avait été incarcérée pour apologie d'association de malfaiteurs à visée terroriste, AMT, comme ils disent. Elle avait déjà réalisé quelques mois de détention dans un centre carcéral ailleurs dans le Grand Est, et elle sortait en contrôle judiciaire. Tout l'enjeu avait été, du coup, d'associer, il y avait une obligation de soins pour Jeanne, et tout l'enjeu avait été de la faire adhérer à un projet de soins pour elle, ce qui n'était pas chose gagnée initialement. Alors, le travail que nous avons élaboré initialement avait été structuré autour de deux aspects. Premièrement, un accompagnement psychiatrique réalisé par une psychiatre du département où elle vivait, où ses parents vivaient du coup, et un accompagnement en thérapie familiale par notre équipe. C'est principalement sur cette partie-là aujourd'hui que nous allons vous présenter. Pour cela, je vais laisser la parole d'emblée à Rabia Senoussi, qui va vous présenter la dynamique familiale avant que Sébastien vous parle spécifiquement de soins au cours de la thérapie. Merci Guillaume et merci Sébastien pour le micro. Je
Je vais vous présenter effectivement la rencontre avec Jeanne, qui avait 20 ans lorsque nous l'avons rencontrée pour la première fois. Donc effectivement, comme elle a dit Guillaume, elle était orientée par son conseiller en insertion et probation dans le cadre de son contrôle judiciaire et suite à une incarcération de plusieurs mois. Elle avait exprimé sur les réseaux son souhait de participer à des attaques violentes et de partir en Syrie. À sa sortie de prison, Jeanne fut placée en liberté surveillée et assignée à résidence avec port du bracelet électronique. Donc, dans un premier temps, nous avons proposé à Jeanne des entretiens individuels co-animés avec une psychiatre du département d'habitation de Jeanne et des entretiens avec moi-même. Lors des premiers entretiens, Jeanne était inexpressive, elle était lisse et elle répondait aux questions que nous lui posions sans jamais laisser passer d'émotion. La jeune fille honorait tous ses rendez-vous puisque le contexte judiciaire, en l'occurrence son contrôle judiciaire, l'y poussait. Mais elle n'avait aucune demande particulière vis-à-vis de ces entretiens. Elle y assistait de manière passive et nous peignions à nouer un lien de confiance. Cependant, Jeanne a pu nous décrire une préadolescence difficile, où elle avait du mal à se faire des amis, et où au début du collège, elle subit un harcèlement de la part de ses camarades. Un harcèlement violent par du racket et un harcèlement dû à son physique. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre la religion musulmane. Durant son collège, durant ses années collège, elle décide de se convertir, accompagnée par des camarades musulmanes. Elle nous confiera avoir eu besoin d'être dans cette religion, une religion qui, selon ses mots, l'apaisait dans une période douloureuse de sa vie. Elle dira, et je la cite, « Ça m'a donné plus de confiance en moi. Avant, ça n'allait pas trop, j'étais harcelée, je me scarifiais, je n'avais pas d'amis. » À noter que nous apprendrons beaucoup plus tard que Jeanne a tenté 3 fois de se suicider. Plus tard, au collège, Jeanne a connu des difficultés scolaires qui l'ont conduite à une orientation qu'elle n'avait pas choisie et qu'elle peinait à investir. L'islam était alors devenu son principal refuge. Elle commence à porter le voile, à changer de style vestimentaire, se cachant sous des tenues toujours plus amples. Puis elle abandonne le pantalon qu'elle considère comme illicite. Elle arbore un hijab plus neutre avant d'adopter finalement le jilbab. Elle disait « Je me sentais bien sous le voile, protégée des gens qui me regardent, et je me sentais plus proche de ma religion. » Depuis sa sortie de prison, Jeanne n'est inscrite dans aucun projet de formation. Déscolarisée, elle ne cherche pas d'emploi et éprouve beaucoup de mal à se mobiliser et à se motiver. Elle dira souvent que même si elle en avait envie, elle n'y arrivait pas. Elle parle de flemme pour toutes les démarches que cela demanderait. Et malgré nos nombreuses tentatives, Jeanne refuse tout projet d'insertion sociale, quitte à aggraver sa situation aux yeux des services en charge de contrôler sa liberté surveillée. Elle déclarait assez facilement ne pas vouloir faire d'efforts non plus, ou d'engager quoi que ce soit dans le seul but de répondre à l'attente d'un juge. Jeanne se confiera également sur ses relations amoureuses, des relations dans lesquelles elle n'implique jamais sa famille. Elle ira jusqu'à se marier religieusement avec un jeune homme sans en parler, sans informer sa famille. Sébastien en parlera plus tard de la place de la famille, mais oui, elle se mariera 2 fois sans jamais en informer sa famille. Elle dissocie complètement sa vie amoureuse de sa vie familiale. Par rapport aux liens familiaux de Jeanne,
il est important de préciser que Jeanne est la benjamine d'une fratrie de 3 sœurs. 8 ans la séparent de sa grande sœur et 18 ans la séparent de l'aînée de la famille. Elle explique ne pas communiquer, ne rien partager avec ses sœurs. Elle ne se sent pas proche de ceux qu'elle ne nomme jamais comme étant ses sœurs. Puisque selon elle, ses frères et sœurs sont ceux qui partagent son idéologie religieuse. Elle dit avoir très peu de souvenirs de son enfance. Ses parents sont chrétiens, mais ne sont pas pratiquants. Certaines de ses sœurs sont allées au catéchisme, mais pas elle, et elle ne sait pas pourquoi. Il nous a semblé important et nécessaire de proposer un travail impliquant la famille. Et je vais laisser la parole à Sébastien Dupont pour nous parler du travail en thérapie familiale. Merci Rabia et bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler de cette thérapie familiale qu'on a mise en place avec Jeanne et sa famille, ce qui d'ailleurs n'a pas été simple puisque Jeanne dans ce début de suivi était en désaffiliation, on pourrait dire, avec sa famille, en vraie désaffiliation. Et lorsque l'équipe lui a proposé d'entamer des entretiens familiaux, elle s'y est opposée et très fermement. Donc ça a été un vrai travail de ne pas renoncer à notre proposition et de préparer Jeanne à cette optique thérapeutique et à l'accompagner dans cette préparation avec 7 psychiatres d'un autre département, avec Rabia, de longs mois d'entretien individuel pour rendre la thérapie familiale possible, mais ne pas y renoncer, ne pas s'arrêter aux premières oppositions. D'ailleurs, c'est un bel enseignement clinique. Ce qui paraît impossible à un tenté devient possible si on garde notre objectif, si on continue à dégager que pour nous ça a un sens, etc. Ça peut finir par se réaliser. Mais en effet, Jeanne était très éloignée de ses parents et de ses sœurs lors des premiers entretiens individuels, très en rupture et avec des réflexes d'évitement très forts, à tel point que après quelques semaines, quelques mois même je crois, lorsqu'elle a commencé à entrevoir l'idée d'entretiens familiaux, ce qu'elle a proposé dans un premier temps, c'est je suis d'accord, mais sans moi. Vous verrez ma famille, mais moi je n'y serai pas. Là encore, on a gardé notre projet et on a essayé d'inventer un cadre, de co-négocier avec elle un cadre suffisamment rassurant pour elle, mais qui autorisait la mise en place de la thérapie familiale. Donc on lui avait proposé 2 choses. D'abord de fonctionner en cothérapie scindée, pour ceux qui connaissent cette technique proposée par Guy Oslos, c'est-à-dire que Rabia, qui avait noué un lien d'alliance avec Jeanne, a pu participer aux entretiens familiaux. Elle était là pour soutenir Jeanne, pour l'accompagner dans ses entretiens, pendant que moi, en tant que thérapeute familial, je me centrais sur les interactions dans la famille. La deuxième chose que nous lui avons proposé, c'est de pouvoir choisir avec nous, mais de pouvoir choisir qui viendrait à ce premier entretien familial. Et donc elle avait choisi ses parents et une seule de ses sœurs. C'était la marche qui était supportable pour elle. Et là encore, après plusieurs mois d'accompagnement. Et ensuite, nous avons utilisé la technique du parrainage, c'est-à-dire que à la fin de chaque entretien, on proposait à un membre de la famille d'inviter pour la séance suivante un autre membre.
Et donc ce parrain ou cette marraine qui invitait un autre membre de la famille avait pour tâche, d'ici à la séance suivante, de lui présenter le dispositif, de nous présenter, de lui résumer là où les séances à laquelle ou auquel il avait où elle avait assisté, et de faire en sorte que cette personne vienne, que cette personne se libère, que cette personne vienne, ce qui a très bien fonctionné. Vous avez compris que la famille de Jeanne est une famille nombreuse, et tout le monde est venu. On a même pu faire venir encore une nièce. Donc on a pu travailler sur trois générations avec cette famille. Alors quelques développements sur les problématiques familiales que nous avons explorées pendant cette thérapie. Alors tout d'abord, le premier champ que nous avons exploré et travaillé, c'est celui du cycle de vie familial. Hein. Ceux qui parmi vous sont du CIRFA connaissent cette notion très importante en approche systémique, introduite par Jay Haley, Salvador Minuchin et d'autres en thérapie familiale, et donc qui consiste à appréhender la famille selon l'angle diachronique, sur le temps long, les étapes que traverse la famille aux différents âges, enfants en bas âge, enfants d'âge scolaire, adolescents, départ des enfants, etc. Et de se questionner chaque fois sur les tâches développementales auxquelles est confrontée la famille, et à la synchronie ou à la non-synchronie des membres de la famille dans ces étapes. Est-ce que tout le monde avance ensemble ou pas? Est-ce que après chaque crise de développement, la famille se retrouve un équilibre ou pas? Alors tout d'abord, il est intéressant de noter que Jeanne est représentative de la majorité des profils des radicalisés désormais, qui sont à 70% des individus âgés entre 12 et 26 ans, à savoir que 20% d'ailleurs des radicalisés sont mineurs. Donc de noter que les idéologies radicales, mais ça d'ailleurs c'est quelque chose qui n'est pas propre au temps actuel, les idéologies radicales, comme le rappelle souvent Guillaume dans ses interventions à d'autres époques, ont toujours préférentiellement touché les jeunes. Et donc du point de vue de la famille, on pourrait dire qu'elle ne touche pas les jeunes à n'importe quel moment de la période de la vie, n'importe quelle période de la vie familiale, mais à celle de l'autonomisation du jeune adulte vis-à-vis de sa famille. Le children launching, pour ceux qui connaissent les théories de Jay Haley. Et donc cette période très très particulière de la vie familiale, très importante, un vrai carrefour de la vie familiale, où enfants et parents sont confrontés à ces problématiques. Comment trouver une juste distance les uns vis-à-vis des autres, alors que l'enfant devient adolescent puis adulte. Comment, en tant que jeune adulte, s'éloigner du cercle familial sans pour autant rompre les liens. On sait désormais que, au-delà des images qu'on a pu avoir de la crise d'adolescence, les jeunes adultes qui vont plutôt bien dans la norme sont ceux qui maintiennent des liens en fait assez forts avec leurs parents et qui conservent leurs parents comme figure d'attachement, c'est-à-dire qui se tournent vers eux en cas de problème. On a souvent affaire chez les jeunes radicalisés justement à des jeunes qui sont en difficulté dans cette transition et qui trouvent avec l'appartenance à un groupe sectaire une solution pernicieuse en fait à ce dilemme de la juste distance, c'est-à-dire une illusion d'indépendance vis-à-vis de la famille
et soumission assez régressive à une famille de substitution qui serait susceptible de le protéger, de le guider, etc. C'est-à-dire que, pour faire vite, le jeune adulte reste enfant et il se soumet comme un enfant à d'autres parents, à un autre groupe, à une néo-famille, les frères et sœurs de Djihad. Chez Jeanne, ce mécanisme était très fort puisque elle était vraiment en rupture émotionnelle avec ses parents, ce que Murray Bowen appelle l'émotional cut-off, rupture émotionnelle, anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire que même en leur présence, elle se montrait, comme l'a dit Rabia, indifférente, et dans une indifférence dont on a découvert plus tard qu'elle n'était qu'apparente. Et donc du point de vue toujours du cycle de vie familial, en explorant l'histoire de la famille, le fonctionnement de la famille, on a découvert une certaine arythmie dans la succession des stades de la vie familiale, une désynchronisation des membres de la famille. Alors, il faut savoir que Jeanne est née 10 ans après la sœur cadette qui est venue juste avant elle, 10 ans après, et 19 ans après la première de la fratrie. Il faut savoir aussi que la mère de Jeanne avait 19 ans lorsqu'elle a eu sa première fille. Si bien qu'il y avait autant d'années de différence entre Jeanne et l'aîné de la fratrie qu'entre l'aîné de la fratrie et sa mère. Et Jeanne étant de 10 ans plus jeune que la sœur qui la précède, elle était très éloignée de ses sœurs en âge, et finalement beaucoup plus proche de ses neveux et nièces. Elle n'avait que 2 ans de différence avec le premier petit enfant de la famille. Et donc Jeanne avait une place un peu indéterminée entre deux générations. Cette place indéterminée d'ailleurs se manifestait, on l'a appris par un élément assez représentatif, illustratif de la vie familiale. La famille avait l'habitude de déjeuner ensemble sur 3 générations tous les dimanches. C'était un rituel familial dont on a découvert après qu'il était assez rigide. Et on a découvert qu'à ce déjeuner dominical, il y avait la table des adultes et la table des enfants, et que Jeanne, à 20 ans, était assise à la table des enfants, avec ses neveux et nièces. Et je n'ai pas dit que si Jeanne était si proche de ses neveux et nièces en âge, c'est parce que ses sœurs avaient elles aussi eu des enfants très jeunes, à 19 ans, elles aussi, comme leur mère. Alors, on n'a jamais vraiment su si Jeanne avait été une enfant désirée ou non. On sait par l'expérience que ça a souvent peu d'impact sur l'amour que donnent des parents à un enfant ou pas. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que ce qu'on a reconstruit, c'est que les parents étaient passés à autre chose, là, dans cette arythmie, dans l'arrivée de Jeanne. Alors, vous savez que en Alsace, on fait ça avec des cigognes. Il y a parfois des petits problèmes de livraison, et c'est ce qui semble s'être produit avec Jeanne. Et donc, ce qu'on a découvert, c'est que les parents, à la naissance de Jeanne, en fait, étaient en train de passer à autre chose. Ils étaient parents de grands enfants, voire d'ados, et ils allaient devenir grands-parents. Et 2 ans après la naissance de Jeanne, ils étaient grands-parents. Ils étaient dans autre chose, nonobstant l'amour qu'ils pouvaient avoir pour Jeanne. Si bien que Jeanne a été élevée
principalement par sa grand-mère et par l'une de ses sœurs. On en reparlera après. Autre élément qui nous a semblé très important dans ce temps long de la famille, des arythmies dans le développement, cette fois individuel, de Jeanne. Elle avait 20 ans, mais elle était à la fois une enfant et une adulte. Elle semblait comme ça tiraillée entre une fixation au monde de l'enfance, voire de la petite enfance, des dessins animés dont elle était friande, des peluches, etc. Un univers vraiment non seulement d'enfant mais de petite enfance. Et de l'autre côté, une projection accélérée dans la vie adulte, d'abord avec des considérations d'engagement géopolitique, djihadiste, etc. Et la volonté de se marier très jeune, d'avoir peut-être de fonder une famille très jeune, même si on a su plus tard que c'était plus complexe de ce point de vue-là. Mais en tout cas, se marier et être femme au foyer. C'est un projet qui a pu apparaître comme très très traditionnel pour une femme dans les années 2010. Et là aussi, ce projet de se marier très jeune, de fonder une famille très jeune, qui avait l'air de heurter les parents, notamment du fait de la contenance musulmane traditionnaliste de ce projet. Là aussi, c'était un projet qui à la fois attaquait la culture familiale et s'y raccrochait. Ces deux sœurs avaient eu leur premier enfant très tôt, la mère aussi. C'était aussi une manière de s'inscrire dans une certaine tradition familiale. Et donc tout se passait comme si Jeanne avait, on pourrait dire, sauté l'adolescence. Elle avait un pas dans l'enfance, un pas dans la vie adulte, pas d'adolescence, et notamment on a découvert qu'elle n'avait pas pu vivre ces expériences qui font toute adolescence, l'expérience d'autonomisation, colonies, de vacances, voyages, nuits passées chez d'autres jeunes, etc. On a découvert notamment que elle n'avait jamais dormi ailleurs que chez ses parents ou chez sa grand-mère ou chez une de ses sœurs, enfin ailleurs que chez un membre de la famille, avant sa première nuit en prison. La première nuit que Jeanne a passée hors de sa famille, c'est en prison. Beaucoup plus tard, au cours de la thérapie familiale, Jeanne s'est mariée religieusement avec un homme qui vivait dans une autre région de France que son département d'habitation. Elle a eu l'autorisation de s'y déplacer et lorsqu'elle a pu commencer à passer des week-ends dans cette autre région, on a eu l'impression de traverser avec la famille ces étapes normales de la vie familiale de parents avec adolescents, c'est-à-dire l'anxiété des parents, tu vas faire quoi, est-ce que tu vas me donner des nouvelles, est-ce qu'on va s'appeler, est-ce qu'on va pas s'appeler, est-ce que c'est nous qui l'appelons, est-ce qu'on attend qu'elle nous appelle, est-ce qu'on lui envoie un texto, est-ce qu'on doit s'inquiéter si on n'a pas de nouvelles. C'est-à-dire qu'on vivait avec des parents et une jeune femme de 20 ans ce que peut-être la plupart des parents vivent lorsque leur enfant a 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc un accompagnement de la famille dans cet apprivoisement progressif de la distance. Autre champ que nous avons exploré et travaillé,
des problématiques d'appartenance et de loyauté. Jeanne l'a dit d'emblée dans ses premiers entretiens avec Rabia, elle n'avait pas l'impression d'appartenir à sa famille. Elle était à part, elle était comme un satellite dans sa famille, dans sa famille nucléaire, dans sa fratrie. Et ce sentiment d'isolement, peut-être d'exclusion, ou de non-inclusion en tout cas, était redoublé chez elle par sa difficulté à se faire des amis, dont Rabia a parlé, ses difficultés à se socialiser, à trouver sa place dans un établissement scolaire et au-delà dans la société. Elle était à part dans toutes les dimensions de la vie. D'où sa recherche vraiment d'une famille de substitution, voire d'une société de substitution dans l'État islamique. Mais on a découvert que dans cette perdition, on pourrait dire, de Jeanne, qui se décrivait en errance dans sa famille, dans sa scolarité, dans la vie sociale, sans lien fort, on a découvert qu'elle avait eu un lien fort, un lien très fort, celui qu'elle a entretenu depuis sa naissance avec sa grand-mère maternelle. On a découvert que c'était non seulement un lien fort, mais que tout porte à croire que sa grand-mère était sa première figure d'attachement, sa principale figure d'attachement. Sa grand-mère était sa mère, pour le dire de façon simple. C'est elle qui l'avait élevée, c'est vers elle qu'elle se tournait en situation de détresse, c'était elle qui était disponible pour elle. Et d'ailleurs, au-delà de ce lien affectif, il y avait un lien symbolique entre les deux femmes, puisque on a découvert, en dressant le génogramme, que Jeanne portait le prénom de sa grand-mère. C'est-à-dire que d'emblée, la famille avait noué ce lien très spécifique de transmission entre la grand-mère maternelle et Jeanne. Seulement cette grand-mère très importante, cette figure principale d'attachement, était décédée 1 an avant l'arrestation de Jeanne. On a donc découvert, il a fallu des mois pour cela, découvert l'un des éléments qui peut-être a précipité la radicalisation de Jeanne, ou en tout cas la fragilisé à tel point qu'elle a dû se raccrocher d'une manière ou d'une autre à quelque chose. Et ça a été l'islam radical. L'une des sœurs de Jeanne a développé cette thèse sans détour. Voilà, j'ai une citation d'une sœur de Jeanne. L'islam a comblé pour ma sœur le manque laissé par notre grand-mère. Au-delà de la grand-mère de Jeanne, on a découvert que dans cette famille, d'autres problématiques de mémoire familiale, de non-dit, et par-delà de transmission intergénérationnelle et implicite de sentiments d'injustice et de honte. Mais il a fallu du temps, plusieurs séances, pour que la famille nous fasse suffisamment confiance pour remonter dans le fil des générations. C'était en effet une famille où on partageait très peu sur l'histoire des ascendants. Cette famille nous apparaissait dans les premiers temps comme une famille franco-alsacienne, si on peut dire, typique et très éloignée des familles issues d'immigration, d'autres familles issues de l'immigration, en tout cas de manière explicite, qu'on peut voir. Et
on a néanmoins découvert que les deux parents de Jeanne, son père et sa mère, étaient tous deux issus de couples mixtes. La grand-mère paternelle était allemande et la grand-mère maternelle pied noir. Et donc dans les deux cas, l'histoire familiale est plutôt douloureuse, entourée de beaucoup de secrets. Et dans les deux cas, c'est la femme qui a renoncé à son pays d'origine ou sa culture d'origine et à sa langue maternelle dans les deux cas, avec des événements de rupture sans retour avec une culture, un pays d'origine. Et c'est d'ailleurs comme ça, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, qu'on a trouvé quelques liens dans la famille avec l'islam, puisque la grand-mère maternelle avait vécu dans un pays arabe et dans une culture musulmane. Et bien plus tard, lors de la dernière séance de thérapie familiale, dans un climat beaucoup plus fluide de communication, Jeanne a pu dire elle-même, lorsqu'on a renvoyé ces éléments à la famille, qu'elle était fière, en s'installant avec un homme musulman, de poursuivre la tradition des grands-parents du couple mixte. La tradition du couple mixte. Et donc, alors que Jeanne paraissait s'écarter de la culture familiale en se convertissant à l'islam et en s'engageant pour une cause géopolitique et religieuse éloignée de son environnement, finalement elle renouait d'une certaine manière avec une identité filiale et honteuse dans l'histoire de la famille. C'est-à-dire que les thèmes de la vengeance, de l'injustice, du préjudice étaient prégnants dans les bribes d'histoire familiale qu'on avait de cette génération des grands-parents. On a appris, je sais que c'est toi Guillaume qui à un moment a travaillé avec les parents et avec le père de Jeanne, et qui ont pu parler je crois que c'est le grand-père maternel qui à un moment avait pris les armes aussi dans un contexte de résistance. C'était beaucoup engagé lui-même. Le père de Jeanne, quant à lui, avait eu aussi, au même âge que Jeanne d'ailleurs, des accointances avec la violence, plus dans l'ordre de la délinquance. Oui, mais également dans un contexte de révolte face à l'injustice. Alors là, une injustice qui vivait dans sa famille, du fait de la violence qui se jouait entre son propre père et sa mère, violence conjugale, voilà, dont il était témoin. Ouais, c'est ça. Donc, à chaque fois, sentiment d'injustice et révolte. Et donc, on retrouvait, vraiment sans s'y attendre, dans la famille de Jeanne, cette problématique sur 3 générations, décrite par Toby Nathan avec chez de nombreux jeunes radicalisés issus de l'immigration, c'est-à-dire appartenance culturelle, rupture d'appartenance culturelle à la première génération, la génération qui a immigré, et à la deuxième ou à la troisième génération, une filiation fragilisée. C'est vraiment ce schéma qu'on a retrouvé dans la famille de Jeanne. Donc une filiation fragilisée, une non-transmission de la culture et un lien filial fragile qui met le jeune en situation de fragilité identitaire. Une citation de Toby Nathan à propos de ces jeunes déracinés: être coupé de sa source
ce n'est jamais être délivré d'un lien, mais condamné, comme Caïn, à l'errance infinie, nécessairement à la recherche d'une autre source. Cette âme errante est bonne à prendre, à soumettre. C'est une proie pour les chasseurs d'âmes. Fin de citation. Et donc Toby Nathan compare les jeunes radicalisés à des âmes errantes et les recruteurs djihadistes à des chasseurs d'âmes. Autre problématique très importante de notre travail avec cette famille, la problématique du lien émotionnel et de la communication émotionnelle. C'était tout l'enjeu de cette thérapie, restaurer un lien émotionnel entre Jeanne et sa famille. Comme vous le savez, la rupture du lien entre les jeunes et le jeune et les membres de sa famille et le jeune et ses amis est un facteur accélérateur de la radicalisation et inversement la restauration du lien est un facteur protecteur. On a rencontré une famille dont Michel Delage dirait qu'elle nourrissait un climat relationnel évitant, c'est-à-dire peu de communication verbale, peu de communication émotionnelle, mais comme ça un évitement apparent compensé par des rituels, des routines familiales, les déjeuners dominicaux, des échanges de services, des liens d'identification. En fait, le lien par la présence, être ensemble, et par la similitude, faire la même chose. Par exemple, à peu près tout le monde pratiquait le même sport dans la famille. Dans un premier temps, les parents et frères et sœurs de Jeanne se sont montrés légèrement méfiants envers les entretiens familiaux, mais ils se sont rapidement affiliés à nous, mis en confiance. En revanche, Jeanne a conservé très longtemps son attitude de retrait en séance. Donc c'était un travail double. C'était déjà beaucoup que Jeanne supporte la séance, y assiste. Et il y avait un deuxième travail qui se faisait après les séances où Jeanne débriefait avec Rabia la séance. Et d'ailleurs a décrit dans les premiers temps à quel point les moments d'expression émotionnelle, de rapprochement émotionnel que j'induisais la gênaient, pour ne pas dire plus. C'était à la limite du supportable. Au fur et à mesure de plusieurs séances, elle a pu néanmoins dire que ça la touchait, qui s'exprimait, l'amour que ses parents exprimaient pour elle, et qu'elle en était émue, et elle a pu dire bien plus tard, mais citation de Jeanne, même si j'en ai envie, je ne dirai jamais à ma famille que je les aime. Je peux pas. Il faut pas qu'ils le sachent. On a exploré le style d'attachement de Jeanne. Hein. Donc vous connaissez la psychologie de l'attachement. C'est ce schéma qu'on a chacun intériorisé avec nos parents, qui nous indique comment exprimer ou pas nos émotions, comment exprimer ou pas notre détresse, comment demander de l'aide lorsqu'on en a besoin. Et donc on a exploré cette dimension avec Jeanne, notamment au travers de questionnaires, et il est ressorti que Jeanne avait un style d'attachement très marqué du côté de l'évitement, c'est-à-dire de l'inhibition des besoins d'attachement et de l'inhibition des émotions, une grande difficulté à exprimer ses émotions, ce qui d'ailleurs avait fait faire à la psychiatre qu'il avait rencontrée initialement l'hypothèse d'une alexithymie, vraiment une incapacité à identifier et à exprimer ses propres émotions. Alors ce style d'attachement contrastait de beaucoup avec le rapport que Jeanne avait avec ses chats. Elle avait plusieurs chats,
et avec lesquels elle était vraiment, elle avait des effusions d'émotions, d'attachement très très fort, qui était une forme de déplacement de l'émotion qu'elle ne pouvait pas exprimer dans les relations humaines. Et au cours de la thérapie familiale, si on peut le dire comme ça, on a été servi par le décès d'un de ses chats, qui a un peu bouleversé l'inhibition de Jeanne et la mise en contact avec des affects dépressifs et des affects de deuil, peut-être le deuil qu'elle n'avait jamais pu faire de sa grand-mère. Pour terminer, une métaphore a été proposée par la famille lors d'une des premières séances, qui était la métaphore du mur. Ils ressentaient comme un mur autour de Jeanne, un mur qui les empêchait d'être en contact avec elle, un mur qui empêchait la communication. On a gardé cette métaphore d'entretien en entretien, ce qui a permis à la famille de Jeanne de nous dire à chaque fois comment ils ressentaient l'épaisseur du mur, comment fonctionnait ce mur, est-ce qu'on arrivait à communiquer par-delà ce mur, etc. Et jusqu'à ce qu'ils nous disent, lors des dernières séances, que le mur était devenu très fin comme du papier. D'ailleurs, une des sœurs de Jeanne a comparé ce mur très fin à son voile. Mais une reconnexion émotionnelle s'était faite entre Jeanne et les membres de sa famille, une reconnexion fragile, comme peut-être tu le décriras ensuite, Guillaume, mais une reconnexion qui avait permis une nouvelle cohésion familiale, et même pour Jeanne, ça avait des effets cognitifs. Elle a pu retrouver sa mémoire autobiographique. Jeanne qui n'avait aucun souvenir d'enfance, typique chez les personnes insécures évitantes, aucune mémoire d'enfant. Elle a retrouvé des anecdotes de relations avec ses frères et sœurs. On a pu inviter sa nièce aussi, qui traversait une crise d'adolescence très mouvementée. On a pu voir Jeanne dans un rôle complètement différent, un rôle de grande sœur, on pourrait dire, très tolérante, très bienveillante, très entourante. Et donc, voir cette famille sous une toute autre dynamique. Je vais peut-être donner la parole à Guillaume pour nous décrire quelques... En deux mots, c'est vrai que la suite, puis rebondir sur 2-3 points que tu as décrit, Sébastien, sur l'action que nous avons pu mener avec Jeanne et sa famille. Tu parlais de reconnexion. Je pense que cette reconnexion que nous avons réussi, en partie grâce à nous, mais aussi vraiment le travail que cette famille a mis en œuvre, a permis à Jeanne, quand la situation dans la région où elle était partie avec son mari n'allait plus si bien, lui a permis de revenir. Lui a permis de revenir dans sa famille, lui a permis, et c'est justement le conflit entre des valeurs, les valeurs portées par la famille, à savoir passer Noël ensemble, et le refus par son mari de participer à cette fête d'une autre religion, qui a généré cette séparation, en partie. Il y avait certainement d'autres aspects qu'on ne va pas déployer aujourd'hui ici. Mais c'est là, je pense, qu'on a vu l'effet de cette thérapie familiale, de cet accompagnement long, parce que ce que tu nous décris, Sébastien, ça s'est passé sur 1 an, cette thérapie familiale. 1 an où on voyait cette famille tous les mois, pendant 1h30. Et familles nombreuses, comme tu l'as décrit. Ce retour de Jeanne, des mois plus tard, après être partie donc ailleurs en France, elle revient, et très rapidement, donc ça c'est Rabia qui a pu garder des contacts pendant toute cette période où elle était à l'autre bout de la France. Tu as gardé des contacts grâce aux réseaux sociaux avec cette jeune fille, et tu as vu évoluer progressivement, on pourrait dire, la symptomatologie, puisque progressivement les étendards ou les manifestations d'appartenance à l'islam radical se sont estompés pour laisser la place
à des transformations corporelles d'un autre type, notamment des tatouages. Et à son retour dans le Grand Est, dans sa famille, on découvre, par le biais notamment d'un appel de la maman, qui à ce moment-là vient nous saisir quelque part, vient nous interpeller comme étant les professionnels du soin qu'elle avait pu rencontrer. Et alors même, comme tu l'avais dit Sébastien, qu'initialement elle était plutôt réticente, cette maman, à travailler avec nous, arrive à nous solliciter pour nous dire voilà, je suis inquiète pour ma fille, certes elle est revenue dans la famille, mais tous ces tatouages, bon, pourquoi pas, mais ça me paraît être un peu trop. Et puis surtout, j'ai reçu un appel de d'un ami, de son ex-petite amie, me disant voilà, elle se met en danger, elle consomme des produits, elle pense au suicide. Donc, elle appelle cette maman l'accueil, c'est Rabia qui l'a au téléphone. Et puis moi, j'essaie de la rappeler, et somme toute, c'est là qu'on redécouvre l'attachement évitant dont tu parlais, Sébastien. C'est que, alors que j'essaye d'explorer un peu leurs inquiétudes, l'inquiétude de la famille, madame, et puis monsieur après que j'ai également en ligne, alors ils habitent pas juste à côté, donc pas forcément facile de les voir tout de suite, hein, mais au moins en ligne, qui minimisent, qui tente de relativiser en disant bon, si elle trouvait un travail, ça irait mieux. Au vu de la gravité des éléments évoqués, idées suicidaires, consommation abusive et même prise vraiment de risque lors de consommation de produits, j'oriente la famille et puis Jeanne vers une consultation psychiatrique et vers une hospitalisation. Alors, après, l'adhésion aux soins psychiatriques ne s'est pas réalisée. Nous étions particulièrement inquiets du fait de manifestations, même lorsqu'elle était soumise aux produits de manifestations d'allure psychotique avec des hallucinations. Même si cette hypothèse avait été très initialement évoquée par notre collègue du centre hospitalier où elle avait été suivie initialement, ça nous paraissait pas une hypothèse psychopathologique qui tenait la route, l'idée d'une évolution vers la schizophrénie. Vraisemblablement, on n'aura pas le temps de le déployer plus davantage, mais on est plutôt sur une évolution vers un trouble de la personnalité borderline chez cette jeune fille, sans surprise, au vu des manifestations, au vu de l'histoire. Et le suivi se poursuit indirectement toujours, puisqu'on est en lien par réseau social avec Mme Senoussi, des liens téléphoniques, et ponctuellement, j'ai pu m'organiser pour la voir, mais c'est surtout mes collègues ailleurs dans la région qui arrivent à la rencontrer, parfois. Je voulais revenir sur deux, avant de vous laisser la parole pour vos questions, que je vois nombreuses sur le chat. Je voulais revenir sur deux petits points, sur la question du préjudice que tu évoquais tout à l'heure. Je pense qu'on a eu la chance de pouvoir travailler avec la famille de Jeanne, malgré des réticences initiales, malgré cet attachement évitant. On a réussi à mettre en place un travail long et qui se poursuit. Et là, c'est vrai que pour bon nombre de tentatives d'accompagnement des familles, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, certainement, c'est notre hypothèse, hein, quand le vécu de préjudice est trop exacerbé et qu'il vient s'opposer, que finalement nous confrontons à ce vécu de préjudice lorsque nous proposons la thérapie familiale. C'est vécu comme une accusation, je pense, pour certaines familles, et ça arrête d'emblée la poursuite. On a eu beaucoup d'exemples comme ça, que ce soit nous ici, avec des familles d'ici ou d'ailleurs de la région, mais les collègues de la Pitié-Salpêtrière me disaient plus ou moins la même chose. Ça, c'est un point qui me fait penser cette tentative, ces essais multiples que nous avons pu avoir pour accompagner ce jeune homme qui était dans une radicalisation d'extrême droite néo-nazie. Le nombre de rendez-vous que nous avons pu lui donner pour l'accompagner et qui se sont soldés par des échecs. En sachant que ce garçon était vraiment dans ce que tu décrivais tout à l'heure, de cette recherche d'appartenance très forte.
où là, nous n'avions plus aucune trace d'étayage familial, puisque malheureusement, un de ses parents était décédé et l'autre était en hospitalisation psychiatrique au long cours pour une schizophrénie sévère et difficile à traiter. Cette famille de substitution, clairement, je trouve que c'est l'exemple de ce jeune homme, une belle illustration de comment dans ce groupe néo-nazi il en a trouvé une. Tout tournait autour de ça, et même les marques d'appartenance, on en parlait tout à l'heure pour Jeanne, les marques d'appartenance vestimentaires, pour ce jeune homme, c'était les tatouages, qui signifiaient sa nouvelle appartenance familiale, on pourrait dire. Alors, je vais pas m'attarder beaucoup plus longtemps, on pourrait en parler beaucoup plus, et on aurait d'autres exemples, notamment sur l'achoppement du processus de séparation-autonomisation. Je me rappelle cette famille, c'était au début du réseau Virage, mais cette famille où effectivement, une fratrie de deux, il y en avait un qui avait choisi la loyauté absolue, au point de s'habiller comme le papa, de faire le même travail que le papa, quelque chose dans le mimétisme complet, de ne jamais le contredire, d'avoir les mêmes opinions politiques, mêmes opinions sur les films même. Et puis la petite sœur qui au contraire, rupture, je me convertis à l'islam, mais ce qui va générer là une rupture, ce qui avait généré une rupture sévère. C'est-à-dire, chez Murray Bowen disait, c'est les deux formes de la même chose, de la même incapacité à se différencier, à trouver le juste milieu. Tout à fait. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là. On va vous laisser la parole à travers la voix de Rabia. Je crois qu'il y a devant elle le chat. Oui, du coup, je vais lire la première question de Christine, qui aimerait connaître la place des hommes dans la famille. C'est vrai qu'on a parlé de la grand-mère, de la mère, des sœurs, et des deux mariages assez courts, effectivement. Et quelle était la place des hommes dans cette famille? Je crois que Guillaume pourra développer un peu ce point-là après. C'était en effet une place peu valorisée. C'était plutôt si on peut dire la mère, la chef de famille. On a découvert que les sœurs reproduisaient ce schéma assez inégalitaire, assez autoritaire avec leur conjoint. D'ailleurs, le père avait tendance pendant les séances à s'effacer. C'était encore plus difficile de réussir à accéder à lui, et souvent quand on a pu, c'était justement très très intéressant, très riche. Mais c'était souvent quand il était seul qu'il s'autorisait à parler. La fois où il a pu raconter sa propre enfance, c'était quand il était seul. Oui, tout à fait. Et en effet, quelque part, la transmission avec le père et par-delà avec toute la famille d'origine du père était encore beaucoup plus pauvre qu'avec la mère. C'était vraiment des révélations là, pour Jeanne. Mais ce schéma, c'est pour ça que je disais que peut-être tu souhaiterais en parler, ce schéma de domination maternelle, on l'a rencontré dans plusieurs familles. Oui, sur certains aspects. Oui, sur certains aspects, oui. Je pense que tu fais peut-être allusion à cette situation d'une famille où, là aussi, il y avait plusieurs filles, et où il y avait une menace de mariage arrangé qui était exprimée par le père. Donc on aurait pu imaginer que c'était lui qui était menaçant, mais on a découvert un peu plus tard que c'est la mère qui organisait la vie familiale et qui, par le secret, le silence, mais du coup une forme de pouvoir vis-à-vis de ses filles, dissimulait au père les libertés que pouvaient avoir les filles, mais le contrat était que du coup les filles devaient être dans une loyauté absolue vis-à-vis de la maman. Et d'ailleurs c'était la mère qui organisait la présence ou pas dans les entretiens. Je pense que tu te rappelles de la fois où on les attendait, tu l'appelles, tu lui dis, nous avions rendez-vous aujourd'hui. Et qu'elle te répond, oui, alors. Là, on était dans une toute puissance, même vis-à-vis de toi. Madame n'était pas décidée à venir.
rendez-vous par rendez-vous, c'est elle qui décide. Mhm. Elle en avait cette habitude. Mhm. Et finalement, derrière l'illusion de la menace du père, que c'était lui qui décidait, il n'était pas dupe. Je pense qu'il savait que madame cachait plein de choses. Mais l'homéostasie du système en avait besoin, pas semblablement. C'est ça. Et c'est vrai que pour revenir à la situation de Jeanne, je pense que Jeanne était sensible à cette disqualification des hommes, et qu'elle a essayé de compenser. Hein. C'était assez intéressant la recherche chez Jeanne, notamment dans ses différents conjoints, ses différents maris, puisqu'elle a été mariée religieusement plusieurs fois. Cette recherche ambivalente, d'un homme requalifié, d'un mari requalifié, auquel elle se soumettrait, mais en fait pas. Finalement pas. Effectivement. Mais il y avait la recherche, d'ailleurs, pour ses sœurs et pour sa mère, c'était hallucinant, d'une relation de dépendance à un homme, y compris de dépendance financière. Ce dans quoi les sœurs n'étaient pas du tout. Ouais, Elles étaient effectivement. très autonomes, très modernes, au contraire. Et elle pensait trouver dans une certaine lecture de l'islam un modèle qui restaurerait l'homme dans sa vie. Effectivement, alors qu'elle-même finalement ne le vivait pas comme ça. On m'entend Oui. Ça me rappelle en fait, je vous en avais parlé de la fois où elle en entretien, elle disait souvent qu'elle ne pourrait pas voyager seule, qu'il fallait voyager avec un homme, qu'il fallait qu'un homme décide pour elle quoi faire, quand faire, etc. Mais dans le même temps, j'avais reçu ce fameux message, vous vous rappelez de la campagne Contre la violence et tout ça. Oui, et puis sur c'est moi qui décide de comment je m'habille, c'est moi qui décide qui je fréquente, etc. Et où elle prend en photo et elle pensait l'envoyer en fait à son mari, sauf que comme elle venait de m'écrire, elle me l'envoie à moi en disant t'as bien compris, c'est moi qui commande. Et où moi j'étais un peu surprise puisque j'avais affaire à une jeune fille qui attendait qu'un homme décide de tout pour elle. Finalement, je me rendais compte qu'au sein même du couple, finalement, elle pouvait parfois être un peu, je vais pas dire agressive, mais elle pouvait parfois être un peu, je sais pas trouver le mot, mais Les régistes. ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et par rapport aux hommes et aux garçons, on pourrait rajouter que dans son expérience personnelle, c'est plutôt à toi qu'elle a décrit tout ça. Elle a eu des expériences plutôt douloureuses avec les garçons, très jeunes, qui ont plutôt installé en elle une image négative. Bien sûr. Des garçons. Et il fallait aussi restaurer pour elle, cette image très négative qu'elle avait des garçons. Elle a toujours été déçue c'est ce qu'elle disait, elle a toujours été déçue par les garçons qu'elle a pu fréquenter. Des garçons, on va dire musulmans de filiation. Je vais dire ça comme ça, et pour qui, elle était prête à faire les efforts nécessaires à adopter une certaine religiosité pour être acceptée de ces garçons, de leur famille, mais des garçons qui au final n'étaient pas assez musulmans pour elle, pas assez musulmans pour elle, et donc qu'elle a fini par quitter. Sans parler du harcèlement. Sans parler du harcèlement, effectivement. Et peut-être d'autres choses dont on ne sait pas. On ne sait pas, bien sûr. Précocement. Bien sûr. Je vais peut-être passer à la question suivante. Finalement, la radicalisation n'est qu'une source qui a fait sens comme une autre à une période donnée. Vous expliquez l'orientation vers l'islamisme radical par une recherche de filiation avec un tabou de la première génération. Alors, il y a deux questions. Il y a une question déjà de définition, comment on définit, comment on comprend la radicalisation. C'est vrai que dans nos interventions, pour ceux qui nous ont déjà suivis, on
on jongle, on voyage entre différentes définitions, notamment des définitions interactionnistes qui entendent la radicalisation, qui permettent de comprendre la radicalisation comme une rencontre entre des vulnérabilités individuelles, et on entend bien également ce qui se joue autour de l'individu, à savoir son fonctionnement familial, une rencontre donc entre ces vulnérabilités et un groupe identitaire qui légitime la violence. Et que cette rencontre se fait dans un contexte propice, favorable à la rencontre, que ce soit un contexte historique, politique, social. Donc, définition interactionniste qui rejoint les définitions interactionnistes des addictions, hein, je pense que vous les avez reconnues. Alors il y aurait d'autres définitions qu'on pourrait reprendre, mais attardons-nous sur celle-ci parce que ça nous permet peut-être d'explorer un peu la façon dont on a procédé. Est-ce que chez Jeanne, oui, certainement, on est sur une rencontre entre des vulnérabilités et puis cette identité, ce groupe identitaire qui lui a permis, comme l'a expliqué Sébastien, une certaine forme d'apaisement, de compromis. Bref, on est sur un symptôme. C'est pour ça que j'utilisais d'ailleurs tout à l'heure comme vocable une évolution de la symptomatologie. Et ça, on le voit, c'est pas que chez Jeanne, on le voit dans d'autres situations. Je me rappelle d'une jeune fille qui nous expliquait qu'il y a eu un temps, son adolescence, où elle m'avait dit, j'ai essayé d'être anorexique, et puis finalement c'était trop difficile, et j'ai trouvé un apaisement. C'est comme ça qu'elle disait, j'ai trouvé l'apaisement que je cherchais dans le contrôle de mon corps, plus facilement en contrôlant juste mon alimentation avec le cadre religieux, et mon apparence juste avec des vêtements. C'était moins douloureux que contrôler ça en me restreignant sévèrement comme le chemin anorexique m'aurait conduit à le faire. Donc une symptomatologie. Après, la question du tabou initial, alors je vais peut-être te laisser la parole sur la question de ce tabou d'appartenance, si j'ai bien... C'est comme ça que ça a été formulé, le tabou d'appartenance. Non, c'est vous expliquer l'orientation vers l'islamisme radical par une recherche de filiation avec un tabou de la première génération. Alors, la recherche de filiation, on a parlé d'appartenance, c'est ce qu'on a vu aussi avec néo-nazis dont on parlait tout à l'heure. Après, la question du tabou de la première génération, je ne sais pas, c'est peut-être ce que tu faisais allusion au fait qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'adolescente sensible sent cette fragilité identitaire dans laquelle il est, et sent cette absence de racines auxquelles se raccrocher, la présence de secrets, de choses qui ne se disent pas, et l'impression qu'il y a quelque chose de honteux dans les ascendants familiaux, quelque chose de coupable, de honteux, confusément. Et chez nombre, ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez de nombreux jeunes radicalisés, à la fois ce besoin identitaire, retrouver des racines, retrouver un ancrage. Là, je pense à un jeune adulte qui faisait des recherches généalogiques sur plus de 10 générations dans un pays du Maghreb. Recherche d'ancrage, et concernant la honte, la culpabilité, le tabou, la volonté très forte de restaurer l'honneur. J'arrête de participer à ce tabou, à cette honte, je redresse la tête et je suis fier de mes origines, même lorsque l'ado ou le jeune adulte n'en sait à peu près rien. Et pour certains, l'islam est le symbole de cette origine honteuse. C'est-à-dire que je vais brandir l'islam, glorifier l'islam, soit auquel je me rattache, soit qui a des liens avec mes ascendants, et je suis très sensible, d'ailleurs c'était le cas pour Jeanne, à la discrimination dont les musulmans seraient l'objet, etc. Et donc je vais me battre comme ça pour réaffirmer l'honneur de l'islam qui
qui est en même temps l'honneur de mes ascendants et donc ma propre estime de moi-même. Un fonctionnement circulaire. Je passe à la question suivante. Vous avez évoqué le modèle de la cothérapie scindée et Emma Toujas voulait savoir de quelle manière on l'avait mis en place et à partir de quel moment il a été possible de faire des séances communes. Donc il a fallu plusieurs mois d'entretien individuel avec Rabia et la psychiatre de Jeanne pour que des séances familiales soient possibles. Principalement, oui, quand même. Et la cothérapie scindée donc a été mise en place par une répartition des rôles, c'est-à-dire que on animait ces séances en binôme, Rabia et moi. Et Rabia avait explicitement le rôle de celle qui accompagnait et soutenait Jeanne pendant ces entretiens. C'est-à-dire qu'elle préparait en individuel Jeanne à l'entretien, elle débriefait avec Jeanne chaque entretien. Pendant l'entretien, tu l'aidais à formuler des choses qu'elle t'avait déjà dites en entretien individuel. Vous aviez convenu de ce que tu pouvais redire ou pas. Tu avais un rôle d'étayage, presque d'étayage émotionnel, d'accompagnatrice pour qu'elle supporte ces entretiens, qu'elle puisse y participer. Alors que moi, j'avais au contraire ce rôle de partialité multidirectionnelle pour citer Bozormeni Nagy, en m'adressant au groupe familial, aux différents membres de la famille, aux interactions dans la famille, et sans du tout faire un cas particulier de Jeanne. Pour la question suivante, nous parlons souvent des processus de séparation ou d'autonomisation à l'adolescence, mais qu'en est-il du processus de séparation, individuation au stade archaïque? Est-ce une période que vous arrivez à explorer? Avez-vous remarqué des choses typiques dans ces familles? Alors, je peux dire un mot là-dessus, notamment sur quelques publications qui sortent à l'international sur les troubles de l'attachement, la prévalence de troubles de l'attachement chez des jeunes radicalisés, chez qui en effet on retrouve fréquemment des attachements insécures, voire désorganisés, avec tous les impacts que l'attachement très insécurisé peut avoir sur la théorie de l'esprit, la mentalisation, la communication émotionnelle. Vous savez que la théorie de l'esprit se développe chez le petit enfant en même temps que le lien émotionnel d'attachement. C'est avec nos figures d'attachement qu'on apprend à lire les émotions, qu'on découvre que l'autre a des émotions que nous n'avons pas, que l'autre a des intentions que nous ne voyons pas toujours, etc., que l'autre a une vie psychique, etc. Et on retrouve en effet chez nombre de jeunes radicalisés des troubles de la mentalisation inscrits de façon archaïque, pour reprendre votre adjectif, c'est-à-dire des difficultés à distinguer sa vie psychique de celle des autres, à avoir des mécanismes projectifs, à projeter sur l'autre. Je sais que tu en parles beaucoup, peut-être que tu voudras en dire un mot, Guillaume, à projeter sur l'autre ses propres émotions, ses propres intentions, sa propre agressivité, etc. Et à avoir des raisonnements qu'on appelle téléologiques, c'est-à-dire si quelqu'un fait quelque chose qui est désagréable pour moi, je lui attribue l'intention de l'avoir fait volontairement. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer que peut-être cette personne n'a pas fait ça volontairement, ne l'a pas fait exprès. C'est pas parce que quelque chose me fait du mal que les autres font en sorte de me faire du mal. C'est-à-dire que
ces raisonnements téléologiques sont un bon terreau aux mécanismes qu'on pourrait dire paranoïdes, plutôt en psychiatrie, ou aux théories du complot. Si quelque chose nous fait souffrir, exemple, la Covid-19, c'est qu'il y a des gens derrière qui veulent nous faire souffrir avec la Covid-19. Merci d'avoir pris cet exemple, c'est celui qui m'était venu également. Mais si on repère, c'est notre hypothèse quand même qui se confirme beaucoup, pas pour le cas de Jeanne, mais pour d'autres situations en tout cas, si on repère ces fragilités au niveau de l'attachement, si on repère ces fonctionnements projectifs, c'est vraisemblablement en lien avec des fonctionnements familiaux où se développent quand même énormément. C'est pas le cas de Jeanne encore une fois, mais dans d'autres cadres familiaux, ces dynamiques projectives où on repère au moins un parent qui a ce fonctionnement téléologique, qui a un vécu de préjudice, d'injustice exacerbé, et des enfants qui vont vivre, entendre régulièrement ce discours-là, et qui vont construire leur relation au monde, quelque part, avec ce discours-là. Autre point, et non des moindres, c'est la fréquence des traumas précoces, justement, aux étapes archaïques du développement psychique de l'enfant. Alors des traumas, pas de type 1 ponctuels, on est sur des traumas souvent complexes, des traumas chroniques, répétés, où se joue justement de l'effroi, où la figure d'attachement n'est pas une figure de protection, parce que soit c'est la figure d'attachement qui est à l'origine de ces vécus traumatiques, soit ce qu'on observe, c'est aussi beaucoup de conflits intraconjugaux, où l'enfant très petit est témoin de cette violence, et où se joue à la fois l'effroi de cette violence, la figure d'attachement première n'est pas disponible mais est même en danger, et du coup émergence d'une culpabilité inadaptée à cet âge-là, à savoir je ne fais rien pour protéger maman, en quelque sorte, ma figure d'attachement. Et cette association entre de l'effroi, de la peur et une culpabilité qui n'aurait pas lieu d'être à ce moment-là, on a là des ingrédients extrêmement puissants pour une utilisation importante de mécanismes de défense projectifs par la suite. D'autant plus si l'enfant est confronté à un discours familial qui affirme, qui répète les injustices dont la famille serait victime, et s'il est lui-même enfant dans des situations où il est confronté à l'échec, où il est brimé, stigmatisé, harcelé. Alors, on va peut-être prendre la dernière question avant de s'arrêter pour la pause. Alors, vous dites qu'il est difficile finalement d'avoir une adhésion en thérapie familiale, mais la thérapie systémique travaille avec la place de l'absent. Est-ce que vous tentez avec ceux qui acceptent d'être là, ou n'est-ce pas possible ? On pourrait dire que on a travaillé plusieurs fois avec un tiers absent, notamment lorsque le jeune était incarcéré. Il y a des jeunes avec qui on n'a pas pu travailler du tout. D'ailleurs, il y a des projets de collaboration avec des établissements pénitentiaires qui ont été mis en suspens là par la Covid-19, justement, de thérapie familiale au sein même des établissements pénitentiaires. Mais oui, on travaille parfois malgré tout avec la famille lorsque tout le monde n'est pas là. Mais on est très vigilant à éviter le piège de renoncer trop vite à faire venir la famille, ce qui peut être comme ça une tentation face au refus, face à la difficulté. C'est-à-dire qu'on le prépare, on l'accompagne, on assiste, pour le dire simplement, on essaie d'être patient pour que ce soit possible tant que c'est supportable par la famille. Oui, alors après, concrètement, on l'a quand même fait, je me rappelle comme d'accompagnement jeune, mère, frère, sœur, et puis le père qui refusait de venir, qui était venu une fois, était parti en claquant la porte, vous vous souvenez. Là, on était vraiment sur l'exemple typique de ce fonctionnement projectif, mais même là, on pouvait dire clairement de personnalité paranoïaque au vu du fonctionnement.
et des interprétations qui avaient lieu dans son mode à être vis-à-vis des autres. Mais on a pu accompagner cette famille quand même quelque temps. Après, quand il y a un tel refus, non par absence, mais par refus actif, souvent ça met à mal quand même l'adhésion du reste du groupe. Finalement, parce que notre travail est souvent sapé, dévalorisé, et on sent que ils sont pas si légitimes que ça à venir nous voir. Ça nous délégitimise aussi, je pense. Ouais. C'est ça. D'accord. Puisqu'on a les étudiants du CIRFA, vous savez que Whittaker disait, quand un membre de la famille résiste à la thérapie familiale, c'est en fait tout le système familial qui résiste. D'où l'importance, l'insistance, le travail à essayer de, tant que possible, nouer une alliance avec tous les membres de la famille, jusqu'à, pourquoi pas, comme compromis, l'accord par celui ou celle qui ne veut pas participer de voir les autres, qu'il nous donne l'accord à ce qu'on voit les autres. C'est-à-dire pour pas que son absence sape le travail fait avec les autres.